Comment on fait pour grumer le vin? C'est comme ça qu'on appelle le fait d'aérer le vin en bouche et d'essayer de... Elle le fait vachement bien par contre, hein. Évidemment, ça prend 2-3 petites fois avant de vraiment réussir correctement. Moi j'y arrive parfaitement, je suis prêt à être riche. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Je prends une petite semaine de pause la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de replay, mais il y en a encore jusque fin de cette semaine, et puis ça reprendra à partir du 1er janvier. Joyeux Noël, bonne année, et surtout, bonne rediffusion. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Le vin est-il élitiste? Comme je l'ai dit dans mon titre, est-ce que s'y connaître en vin, c'est obligatoirement un truc de connard? Est-ce qu'on va... Évidemment, notre but, c'est ici, sur toute cette soirée, d'être nuancé, de dire, ok, il existe le vin d'une part, il existe son marché d'une autre part, il vit par son marché et la cible qu'il vise, il a besoin peut-être de cette culture de, voilà, de le présenter comme ça. On peut l'apprécier, mais est-ce qu'on ne devrait pas vulgariser, rendre ça plus simple, finalement, pour donner le vin au peuple? Ou est-ce que, voilà, c'est nécessaire dans son traitement, dans sa place dans la société de fonctionner comme ça? Toutes ces choses, j'ai envie de me demander, mais d'abord, l'œnologie est la science qui a pour l'objet l'étude de la connaissance du vin. Ces domaines d'application vont de la culture de la vigne à l'élaboration du vin, son élevage et son conditionnement. Par extension, l'œnologie concerne les domaines touchant de près ou de loin à la filière vitivinicole et à la culture du vin, dégustation, conservation et consommation du produit fini. Alors je peux comprendre qu'il y ait tout un savoir réel et un savoir-faire à avoir dans le fait de le produire et voilà, de le cultiver, de le distribuer, de pouvoir... voilà, ça je le conçois. Mais... vous savez, je crois que c'est là-dessus, je commence à mettre le point là-dessus. C'est qu'il y a ça, il y a cette expertise-là. Et après, derrière, à l'autre bout du truc, il y a le sommelier. Je crois que c'est confusion avec le sommelier, c'est carrément sur la page, c'est ça. Et là où peut-être ça me dérange, c'est pas les gens dont c'est forcément le métier, même s'ils continuent à entretenir donc, du coup ce truc-là. Surtout, j'ai envie de dire, je pense peut-être le sommelier. C'est peut-être plutôt le fait que... de tout à chacun dans le commun des mortels, contrairement à d'autres métiers où il y a évidemment un langage hermétique lié au métier qui est interne au truc et qui concerne que les gens qui sont dedans, c'est que là c'est le pont qu'il y a envers les gens du quotidien qui veulent apprendre ces notions de base pour se sentir élégant, distingué et un petit peu au-dessus des autres en société. C'est déjà un peu là-dessus. L'œnologue est un connaisseur en vin, la personne qui possède la science du domaine. Cependant, selon le contexte culturel ou géographique, le terme œnologue ne fait pas référence aux mêmes définitions, ni aux mêmes exigences en matière de diplôme. Donc il y a quand même des diplômes, il y a des choses officielles, ok. Le monde du vin est super misogyne aussi. Dans le sens, c'est de base, on va te dire par exemple que sommelier c'est un métier d'homme. Le culte dure rapidement, ça m'énerve déjà. Non mais voilà, mais j'avais peur. Avec ce thème-là, je le préparais. Je suis en train de me dire, attends, c'est juste moi? Est-ce qu'ils vont me suivre là-dessus? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Ou tout le monde va être contre moi? Je ne sais pas. Merci Info Juriste pour le prime. Parfois, j'explore, quoi. L'abus de langage et la confusion entre œnologue et sommelier sont courants. Le sommelier, qui gère la cave d'un restaurant, dont la mission est de conseiller la clientèle sur le choix d'un vin pour un repas. Se doit de posséder un certain savoir en œnologie et il n'en est pas pour autant œnologue. A l'inverse, l'œnologue n'est pas sommelier. Ces deux métiers, bien que fortement liés l'un à l'autre, ne doivent pas être confondus. L'élitisme, c'est insupportable, peu importe le domaine. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça mon angle. C'est ça mon angle. Mais bon, là, on aussi un prétexte, on va regarder un peu ce monde-là avec des gens qui parlent de vin. Mais c'est pénétrer dans un monde, dans une partie de ce qui compose notre société, notre saucisse, quoi. Ah, bienvenue à Faux Juriste. Bravo pour ta conversion à la Team Live. Et bienvenue aux hybrides, hein, bien sûr. On les oublie. Donc, t'es vigneron, Sensei. Alors, ça se place où là-dedans? Vigneron, t'es dans la production, t'es pas exactement comme l'œnologue qui est encore plus au début de la chaîne, et le sommelier qui est plutôt à la fin. Sommelier, quoi, qui est comme caviste, c'est juste que le sommelier est dans un restaurant, le caviste a sa propre cave. Enfin bon, tous ces éléments-là, on va le découvrir, on va voir ça ensemble. On va tout de suite commencer avec la première vidéo. Notre premier expert en vin, son avis. Je vous laisse profiter de ça, on regarde ça tout de suite. Et là, c'est un entre-deux-mer.
c'est vraiment j'aime, j'aime pas, qu'est-ce que je ressens, et puis... Bon, je vais le boire celui-là, n'inquiétez pas. Je fais pas ça pour vous influencer après sur le fait que vous associez le vin à Macron. Hein. C'est juste, là, c'est une mise en bouche. Eh bien, il est pour moi un tout petit peu acide par rapport à ce que j'aime. On est là, oui, en effet, sur un il est très citronné, très... c'est argileux, c'est pour ça que je disais, même au nez. C'est quoi? C'est un grave blanc? Non, vous avez raison, c'est un vin d'entre-deux-mer. C'est un entre-deux-mer blanc? C'est un vin d'entre-deux-mer, c'est un vin... Il se concentre très fort pour... Je trouve que ça se voit qu'il veut vraiment essayer de faire genre ici. Et je trouve que ça en dit beaucoup. Alors argileux, on aura le terme argileux. Je crois que ce soir, on va noter les termes. À chaque fois qu'on entend un terme, je le note et à la fin, je les dirai tous. Je pense que ça peut déjà être une bonne base, quoi. Argileux. Bon, il a dit acide, mais ça, c'est un terme que je peux tout à fait accepter. L'appellation précisément, c'est Bordeaux supérieur, sur la rive droite de Bordeaux. Et c'est un vin très très bon rapport qualité-prix, autour de 5-6 €. C'est ça, oui. Mais qui est très bien structuré d'ailleurs. Hein. Il est hautain quand même. Enfin, on n'est pas là pour... on a dit qu'on ne jugeait pas de remarques sur l'attitude, le physique ou autre. On parle du vin. Qui est très équilibré. Qui a un nez qui est assez agréable, mais très citronné, quoi. Très... qui pour moi est un tout petit peu acide par rapport à ce que j'aime. Je préfère quelque chose d'un peu plus rond. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je parlais des vins de Bourgogne ou des... Ah oui. Côté rosé. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si les rosés, c'est votre tasse de thé. Peut-être moins. Moins. Y compris l'été, pas trop. Moins, si, mais ça va être un... T'as le cadreur là, c'est comme ça qu'on cadre le président? Dans le rosé, je trouve, sont pas mal maintenant. Ce qui a été fait, Miraval, là, ils ont fait un super boulot, là. Je crois que c'est une vieille vidéo. Enfin là, il est écrit 2015, mais ça c'est donc c'est après 2015, parce que c'est un vin qui a quand même quelques années, j'imagine. Ça, c'est vinifié par une très grande famille de la vallée du Rhône, justement, la famille Perrin, qui produit Miraval. Oui. J'ai mis structuré et rond. Et Ouais, tout à fait. Rond, c'est un peu connu, hein, mais ouais. Je connais bien le monsieur qui s'occupe. Après, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le débat, c'est qu'après, je vais y retrouver du sens à utiliser des termes qui ont l'air abstraits pour parler de choses, de quand tu veux vraiment apporter des notions subtiles, et je peux y comprendre qu'en fait, ça a du sens pour certaines personnes, tu vois. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs profils dans ces vidéos. Et quand j'ai préparé, de prendre de la drogue, sérieusement. j'en ai vu dedans où je me dis, ben non, mais là, bon, c'est quelqu'un de sincère, quoi. Il aime le vin, tu vois. Il y a pas cette prétention, ce dédain qui va avec. Lui, moins, tu vois, mais est-ce qu'il dégage pas ça? Merci Rémusette pour les 5 mois. Domaine, là. D'accord. Le cadreur peut pas l'encadrer. Donc là, vous n'en êtes pas très Faites loin. attention, à tout moment, il explose. Hein. C'est pas Bandol, mais... Non, c'est c'est un nez de Côte de Provence. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé. Waouh! Waouh! Ça a été, vous? Qu'est-ce qui vient Ça va? Tout va bien dans ce live? Voilà. Voilà. Je reviens, on est en train de regarder Macron qui boit du vin. Mais oui, j'aimerais qu'on ait 1 heure de ça. Malheureusement, c'est une courte vidéo, mais... Alors, c'était la mise en bouche, c'était pour... On est dans un autre univers. Ah, il est bien, quand même. Il est bien. C'est un peu pour... Voilà. Là, on est dans un autre univers, évidemment. On est dans un autre univers. Rien à voir. Les gens qui crachent du vin. Mais oui, parce que quand j'avais été à un truc de dégustation de vin, bah, les gens, ils le crachaient tout le temps, quoi. Ils le buvaient pas, quoi, en fait. Et j'ai compris pourquoi après, parce qu'à la fin, quand il y avait toute la dégustation et que tu avais fait toutes les tables, bah, j'étais le seul qui était bourré. Là, on sent le cuir. Mais pas de regret, ce bois. Donc là, on peut aller vers un Pauillac ou quelque chose comme ça, non? Vous êtes à Bordeaux, donc vous avez déjà trouvé Bordeaux. Oui, là, le nez ne trompe pas. En fait, c'est toutes les discussions, comme le gars, il a dit, vous êtes à Bordeaux, donc vous avez déjà trouvé Bordeaux. En fait, c'est tellement imagé. Il y a une certaine beauté. Hein. Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse aussi défendre le truc avec une certaine poésie. J'ai bien un petit sondage. Il y a un moment, il y a quelqu'un de la modération qui est là. C'est vrai que sur votre rapport au vin, quoi. Pour moi, il y a 3 choix. C'est je ne bois pas. Même 4. Je ne bois pas.
je bois mais pas du vin. Je bois du vin mais Osef, tu vois, en mode je le bois parce que c'est comme ça. Et je suis amateur de vin, je suis œnologue, je comprends l'élégance du vin, quoi. Bon, ce sera mieux exprimé, je le sais. dans lequel il y a Cette idée-là, quoi. Cabernet Sauvignon, donc Hein vous étiez Pas mal, merci beaucoup. Oh, quelle réactivité devant Macron. Les votes devant Macron. Avec un zoom sur lui qui boit. Il réfléchit. Hein. aimé, avant d'essayer de trouver, est-ce que vous aimez? Non, j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup Donc le là, Bordeaux. tout à coup, on se dit, bah, attendez, c'est pas facile et où là? Mais là, on n'est pas C'est sur un espionnéo. Saint-Estèphe. Merci Pérez. Espionnéo. J'ai jamais entendu parler what the fuck. Vous devez vous tromper, Elise. Merci Pérez pour les 32 mois. Mon Dieu, mais c'est fou ça. Et dans 4 mois, t'es diamant. Hein. On n'est pas sur... Tu vas rejoindre Caracol. Pessac-Léognan. On est en Pessac-Léognan. Pessac-Léognan, c'est un cru classé de grave. Ah, c'est intéressant. Je suis un vrai amateur, quand même 27%. Quand même 27%. Osef du vin. Je bois, mais pas du vin. Je bois pas. Ouais, donc c'est faussé avec le je bois pas. Osef du vin, quoi. Moi, je me rangerais dans cette catégorie aussi. C'est-à-dire, je vais en boire, mais je considère ça comme une boisson comme une autre. Voilà. Ouais. Quand même, une personne sur 4 qui a voté qui veut se dire non, moi, ça se respecte. Alors, je veux pas vous offenser ce soir. Hein. On est là pour. Clément, 2005. Ah, pas mal. Pas mal. J'aurais dit, oui, moi j'aurais... Actuellement en formation vigneronne. Bah franchement, restez. Hein. J'ai envie d'avoir des avis sur je suis resté sur un votre Pauillac. positionnement par rapport à ça. À cause du... Bah, l'année peut aussi prêter, 2005. 2005, grand millésime à Bordeaux. Ouais, très bon. Il fait plein. Vous aimez pas Macron qui fait plein de petits bruits de bouche après avoir. Il fait... Très bon. Ouais. Franchement, ouais. Millésime, très bon millésime. Voilà, alors. Petite démonstration. Donc, c'est l'atelier de dégustation à l'aveugle, la demi-finale. On va voir un petit peu d'ambiance. Comment est-ce qu'il faut faire? Veuillez faire une description succincte de chacun de ces deux vins. Donc, c'est comme ça qu'on. Voilà, c'est un examen de est-ce que t'es stylé avec le vin, je crois. Le mec, c'est des sorciers druides qui enterrent de la poudre de cristaux sous des rochers magiques avant d'arroser les vignes. Du coup, ça me fait rire l'univers du verre attise pas mal de tes sujets de prédilection. Ah oui. Ah oui, mais oui, parce que c'est ça aussi, dans la production même du vin, j'imagine qu'il doit avoir plein de... Et même ceux qui le produisent n'est pas ceux qui le vendent après, donc il va pas être vendu de la même manière. Enfin, oui, il y a tout ça aussi. Effectuez une analyse comparative de ces deux vins. Vous avez 6 minutes. Let's go. Très bien. Et ça démarre En français. En français. Alors, vin numéro 1. Une heure. Vas-y, lance-toi. Très expressif, très intense. Le truc des sorciers druides, c'est le vin biodynamique. Ah, qui est totalement une autre manière de faire du vin, c'est ça, une nouvelle façon. C'est vrai qu'ici, on est plus sur le côté, les riches et leur manière de parler du vin, plus sur le terme, l'analyse, d'où vient le vin. D'arômes de fruits secs, comme la date, figue. Côté un petit peu Salut agrume. Alistrage. Orange sanguine. Des fruits à noyaux, très mûrs, comme l'abricot confit. Côté un petit peu épicé. Après, savoir détecter tout ça, peut-être aussi c'est une forme de jalousie de ma part, parce que j'ai un odorat et un goût extrêmement simple, extrêmement primaire, quoi. Mais arriver à distinguer autant de choses comme ça en sentant quelque chose, en vrai, il y a un côté impressionnant. Là, il trouve vraiment les saveurs dans le truc. Il n'est pas à essayer de le vendre avec des adjectifs. C'est pour ça qu'il est... Ouais, c'est deux délires, quoi. Il y a le fait de détecter les trucs dedans et le fait de le présenter de manière pompeuse. C'est pompeux, quoi. Côté caramel. La biodynamie est fortement liée aux sectes anthroposophiques, il me semble. Ah ouais? Ok, bah c'est tout un autre thème, alors. Vanille. Pas mal. Je pense que ce vin est vieilli en fût dû à ses épices, mais je confirmerai en bouche.
Ils font du photo du vin. Oh non! Et c'est ça en fait, c'est que c'est censé être distingué, mais tu fais des et puis tu le craches. C'est très particulier. Hein. C'est un vin avec une bouche agréable, complexe, assez riche, sur un taux de résiduel, on va dire un petit peu demi-sec. Très belle élégance avec, je confirme, des fruits secs, le côté un petit peu noix torréfiée ou même noisette torréfiée, figues, raisins secs, abricots confits. Mais il y a tout ça dans du vin et des notes d'épices comme sec, frérot, c'est littéralement liquide. Ça, la notion de sec, ça je peux encore la comprendre, notamment avec les vins blancs quand on dit machin. Bah non, parce que souvent il y a écrit demi-sec, je ne vois pas faire la différence entre sec et demi-sec. Mais c'est l'inverse de quand il va être très sucré et liquoreux, non? C'est pas ça? la vanille, la cannelle. Une très belle longueur en bouche. Sur une finale légèrement épicée, le côté un petit peu safrané. Safrané, ok. Une belle complexité. C'est un vin fortifié de Porto du style Tony, dû à son légère oxydation. On dirait que s'il se trompe, il va mourir. Les gens devant, ils tirent une trappe et ils tombent. Pour faire une comparaison. Alors au nez, c'est un vin assez expressif, avec des notes qui commencent par des La dernière vidéo de McFly. Pourquoi vous parlez tous de... Parce que c'est la troisième fois. Il y a une vidéo de McFly et Carlito avec du vin, c'est ça? épicées. Ce côté un petit peu. On peut la regarder, hein. On peut la regarder. Cannelle. Et aussi des fruits, très fruits confits, fruits abricots confits, abricots secs. Figues séchées. J'ai mis des grammes, l'a déjà bu. Il y a un léger côté un petit peu. C'est marrant, c'est après la caméra se retourne vers eux et ils disent tous pas du tout. Rien n'est juste. Vous êtes complètement à côté, désolé. Un petit peu confiture de coin. C'est un vin aussi qui a un passage en fût dû à ça. Comme quoi, cette poésie du vin, c'est vraiment un jargon, un lexique qui s'apprend. Ben oui, c'est ça. Il y a vraiment une poésie du vin avec les termes et la manière d'en parler, mais je crois que c'est quand même vachement du bullshit. C'est dommage, je retrouve pas. Mais il y a vraiment eu des trucs avec quelqu'un qui avait pas genre. En fait, c'était du vin blanc, mais il a mis du colorant pour qu'il soit rouge. Et après, les gens qui ont analysé, ils l'ont tous décrit comme un vin rouge, alors qu'au goût, c'était vraiment du vin blanc. Ou alors de mettre des vins vraiment pas chers et avec une étiquette où c'est cher et les gens en parlent vraiment comme un vin cher et au final il y a tout ce truc là quoi. Côté épicé. Je sais pas de vidéo qui l'explique mais je sais plus où j'ai entendu ça. Bouche. C'est pas possible qu'il y ait autant de goût dans un vin. Bah ouais c'est ça non mais il faut... Attends mais si c'est le cas c'est vrai que c'est quand même impressionnant de comprendre tout ça avec sa langue. En bouche, il y a un peu plus de fraîcheur. C'est un vin. Et toi qui bois pas. À la fin, il fait bon, on va pas le jeter et il reboit tout son verre dans lequel il a craché. Tout petit peu moins de sucre résiduel. Peut-être. On fait de ça. J'ai réussi mon examen de sommelier. On fait de ça. Sur 60 grammes à peu près de sucre résiduel. On a sur une très belle vivacité encore dans des agrumes, un petit peu le côté citron confit. Toujours ces fruits secs, figues, dattes, abricots, raisins secs. Ouais. Et cette finale qui est un peu plus sur le côté vif, un petit peu ce côté agrume plus que le côté épicé du numéro 1.
mais on a quand même ces jolies notes d'épices douces. Non, le deuxième verre, c'était un Pepsi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? C'est un vin complexe, chaleureux, gourmand, d'une très belle complexité, une très belle finale, vraiment très longue en Caudalie. Très longue en Caudalie. Putain, attends, il y a des trucs incroyables. Il a dit Caudalie. Très longue en Caudalie. Il dit complexe, hein, beaucoup. Il aime bien parler de la complexité. C'est un terme qui va être bien de dire complexe parce qu'en gros, il sera jamais simple en fait quand on le refait goûter là. Il y a plein de saveurs en même temps. Donc, si c'est des vins qui sont chers, en fait, tu vas dire qu'il est complexe d'office. Donc, très bon mot de commencer et faire ouf, il est complexe. Ça marchera, je pense, dans la plupart des cas où on te fera goûter un truc en disant attends, ce vin-là, goûte-le, tu vas voir. Mais tu vois, j'aimerais bien aussi qu'on voit ça ce soir. Je pense que dans la playlist, il y en a qui sont sur cet angle-là. Et je pense qu'il y en aura plein qui seraient d'accord avec ça, qui sont des passionnés de vin, etc. Et qui sont pour une revulgarisation, qui sont contre justement cet élitisme du vin, qui veulent contribuer à l'accessibilité au plus de monde possible, en enlevant justement toutes ces barrières distinguées, etc. Pour faire découvrir, cet aspect-là. Je suis sûr qu'il y en a qui ont ce positionnement-là. Après, on commencera à voir les étapes, hein, donc comment ouvrir la bouteille, comment tenir son verre, grumer le vin. Donc grumer, c'est comment déguster le vin, savoir parler le vin, 10 notions à mettre en avant pour faire genre on s'y connaît. Voilà, alors après on fera les étapes. D'abord, j'aimerais encore, pour qu'on se mette dans le personnage, une autre dégustation à l'aveugle d'un autre expert, peut-être un peu mieux que celui qu'on venait de voir ici qui était un peu maladroit. Deux vins qui me paraissent du même millésime, déjà la première chose. Pour moi, le cépage est moins évident que sur le premier. Mais ce sont deux vins riches, ce sont deux vins... Les techniques pour ça, mais il y a du rudiment pour tout. Finalement, là, on touche un petit peu même, il y a un côté, il y a un mélange avec ce savoir du vin, mais il y a tout un côté avec l'élégance à côté aussi, vu que c'est dans un certain contexte de société, il y a... En fait, c'est toutes les manières, toutes les choses comme ça, la forme du verre, la manière de verser, apparemment, quand tu ouvres, il faut, tu sais, qu'il respire, là, et en fait, il faut pas tourner la bouteille, mais il faut tourner le truc. En fait, c'est toutes ces règles. Dense, complexe, et puis aussi la notion de rareté. Il y a des vins qui sont soit produits en très petite quantité, donc qui sont relativement exclusifs, et donc leur prix va être forcément... il est écrit précédemment dans la partie 1. Bon, on arrive au milieu de quelque chose, c'est pas grave. Plus élevé parce que la demande est plus élevée, donc c'est la rareté qui fait le prix. Et là, le duel numéro 2, on a deux vins. Esprit de Fronsac, c'est une bouteille environ une dizaine d'euros, et Unico, de Vega Sicilia, on a une bouteille environ à 400-500 euros. Donc là, on va voir s'il est vraiment très expert. Et là, c'est rigolo. Donc on va également la cacher. Allez, c'est parti. Donc là, on attaque la manche 2, Pascal. On vient de faire la manche 1 précédemment. On va déguster deux vins rouges supplémentaires. Donc on va essayer de voir s'il y a une différence et un écart de qualité entre ces deux vins. Donc je vous laisse attaquer la dégustation. Je vous ai servi. Attaquez-la. C'est vraiment un truc dans l'attitude, hein. Vraiment dans l'attitude. Le fait qu'il le sent, il le repose un peu énervé. Il l'a reposé le verre énervé. Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Lord Papillou pour le prime. Bon là, il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence. Sur lequel? Alors, bon, les deux vins ont une présentation, jolie présentation. Vous voyez, c'est deux jolis vins rouges. Bon, il y en a un qui a un peu plus coloré que l'autre, mais c'est pas... En fait, je crois que plus on en parle, plus je me dis non, c'est les gens qui essayent de faire genre comme les gens qui connaissent le vin. En fait, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait, c'est pas séparé, quoi. C'est t'en as qui s'y connaissent vraiment et c'est leur truc, mais dans le quotidien, des gens vont vouloir faire ça, quoi. Après, mais non, en fait, même, parce que ceux qui font ça en étant comme ça, c'est eux qui, voilà, ils font la promotion de cette image et cette manière de parler du vin aussi, du coup. C'est pas là ça m'interpelle pas particulièrement. Donc c'est deux vins rouges avec une jolie présentation. Il n'y a pas de problème. Un qui a peut-être un reflet un petit peu plus légèrement plus évolué, mais en même temps il a plus d'intensité colorante. Donc je ne sais pas si à l'aspect on a une différence de millésime déjà. À l'olfaction, c'est clair, net et précis qu'on n'a pas du tout affaire à la même chose. Ouais. Là, je pense qu'on n'a pas affaire au même millésime, on n'a pas affaire au même cépage, et je me doute qu'on n'a pas affaire non plus au même pays. En fait, c'est trop facile de se la péter en faisant semblant. Donc là, ça devient un truc de connard, mais il y a une vraie connaissance derrière. Ouais, mais plus loin de ça, quand même, la vraie connaissance derrière et le fait d'essayer de l'imiter, c'est quand même, ça a été créé et positionné quand même. Tu vois, c'est positionné clash et distingué.
ce qui va directement aller avec un comportement et tu veux l'avoir etc. pour après une certaine position, une certaine valeur sociale, quoi. Et vous marquez des points, oui, exact. Ça, c'est juste à l'olfaction. Ok. Ouais. Donc maintenant, on va goûter. Mais vous êtes sur la bonne voie. Par contre, pour vraiment leur bruit là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est répugnant. Bon, là, la dégustation, elle confirme mes premières impressions à l'olfaction. On pourrait pas bullshiter pareil en parlant musique, physique ou même littérature. Ouais, c'est ça. Peut-être parce qu'il y a un côté moins vérifiable, en fait, que ça a l'air d'être tout un truc où il y a tout un savoir assez précis. Mais qu'en même temps, tu peux un peu plus facilement faker, parce que c'est pas non plus une science, quoi, tu vois. Et alors que tu compares avec la musique, est-ce qu'on peut pas faire semblant? Non, parce que ça se base quand même sur des trucs réels. Alors après, voilà, si quelqu'un pourrait te dire... Pour moi, quelqu'un qui s'auto-définit comme mélomane, j'adore la musique, machin, va t'en parler aussi avec des adjectifs qui n'ont aucun sens et tout. Mais tu vois, on est sur de l'art. Et... Est-ce qu'il y a le même élitisme? Ouais, je pense. Hein. Je pense que du coup, c'est quand on crée l'élitisme dans n'importe quel domaine, ça le fait et il est facilement créable dans plein de domaines, en fait. C'est juste que là, le vin commence par ça, tu vois. Il n'y a pas une version non élitiste d'aimer le vin, j'ai l'impression. Ça démarre par là. Il n'y a même pas, tu sais, un côté... Faction. Là, on a une grosse différence de... Le vin est un art. De qualité. Les fans de jazz sont agaçants, oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un vin moins bon que l'autre. C'est vraiment deux mondes différents. Donc, effectivement, la dégustation, ça confirme qu'on n'a pas du tout... le même profil de cépage, déjà, on n'a pas non plus le profil... Les audiophiles, les gens qui parlent de... C'est vrai que les gens qui parlent de... C'est tout un truc aussi. C'est compliqué. Les fans de jazz aiment le vin. C'est pas plutôt un bon whisky? Aimer le vin sans des snobs, c'est très mal vu socialement, en fait. C'est juste alcoolo. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut légitimer aussi une consommation d'alcool parce qu'on le rend élégant et classe. Et pas juste... et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recrache, parce que c'est pas pour se bourrer, quoi, bourrer la face, quoi. D'élevage, ni le même climat, et je pense que je connais le vin. Donc, je l'ai un peu reconnu. Celui-ci, c'est un vin qui est plus flacide, il est un peu plus jeune, d'ailleurs. C'est un vin ce sont deux vins qui correspondent à des occasions de dégustation, de plaisir, complètement différents. Ouais. Ici, à droite, on a un vin qui est... C'est quoi? Les audiophiles, c'est bien pire que les mélomanes. Attendez, parce qu'on est sur des thèmes intéressants. C'est quoi la différence? Comment vous différenciez audiophile et mélomane? Simple d'approche, mais qui est franc, qui est direct, qui raconte son histoire. Qui est droit. Je dirais pas... je peux pas dire à l'aveugle d'où... Pas d'accord, tu peux bullshit à fond dans la musique en trouvant des qualités de production, de mix, d'efficacité de composition à n'importe quel morceau, à l'inverse déglinguer une masterpiece sur plein d'autres aspects, comme il y a de la subjectivité là-dedans, personne ne pourra te contredire. Oui, d'accord, c'est vrai, pas sur l'aspect technique, mais tu peux parler d'émotion, d'attention, de trucs. Bon, tout le monde a un peu un avis là-dessus, sur justement quand... Oui, bah tout le monde, oui, c'est vrai. Mais peut-être tu pourras moins faker avec d'autres gens qui s'y connaissent, mais peut-être avec le vin aussi, quoi. Tu peux pas faker et faire cette attitude-là avec d'autres gens qui connaissent le vin, mais ça va arriver peu, en fait. Je pense que tout le monde aime facilement vouloir s'improviser un peu en mode j'ai des compétences d'œnologue, quoi. Audiophile, nazi de l'équipement sonore, mélomane, nazi de la musique. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est pire. Ah oui, les audiophiles, c'est infernal. Ah oui, non, c'est pire. C'est vrai, ok. D'où il est, mais enfin, il a de la rive droite. C'est pas ceux qui te parlent de mesures et de trucs comme ça, c'est vraiment sur le matos, oui, je vois le son, les fréquences, ouais, je vois. C'est un assemblage de merlot, de cabernet franc. Ça peut être pas mal de vin, déjà. C'est déjà intéressant qu'on puisse pas dire, oui, c'est clairement ceci ou clairement cela. Mais c'est un vin de plaisir. C'est un vin qui a été fait, c'est assez net pour une perspective de dégustation facile, c'est un vin qui est accessible. Ça ne veut pas dire que c'est un vin simple et basique, mais c'est un vin accessible
facile à comprendre. Voilà. Ici, on est plus dans les vins un petit peu plus intellectuels, un petit peu plus de méditation. C'est un vin qui est définitivement plus sérieux. C'est un vin qui a été, déjà, la première caractéristique, il a une origine. Quand t'es passionné, tu perçois les subtilités, comme toi avec le montage. Ah oui, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je vois ce que tu veux dire dans l'aspect de oui, bah plus tu fouilles dans un truc, plus tu comprends les subtilités, et plus tu oublies peut-être quand on parle que c'est pas la base et que c'est pas compréhensible par tout le monde. Et tu vois, suivant les milieux, les contextes et surtout l'attention qu'il y a derrière quand tu fais ça, je trouve que c'est ça qui varie, tu vois. Mais est-ce que... Ouais, ok, j'entends. Bon, ça, c'est un Tempranillo qui vient de Ribera del Duero. Okay. C'est assez net. Et c'est un vin qui a été taillé pour le long vieillissement. Mais il a été élaboré depuis le premier jour, depuis la vigne, par la vinification et par l'élevage et ensuite le vieillissement en bouteille, dans cette perspective. Donc ça fait partie des grands vins de garde qui sont destinés un vin de garde. C'est quoi déjà un vin de garde? S'exprimer sur des dizaines d'années, alors qu'ici, on a un vin qui n'a pas la même potentialité de vieillissement, harmonieux. Ça peut, il va vieillir. On est français là, Pascal? Oui, on est français, on est bon. C'est les formulations. On est français là, Pascal? On est français, on est français, oui. Donc, harmonieux, qu'ici, on a un vin qui n'a pas la même potentialité de vieillissement, harmonieux. Ça peut, il va vieillir. On est français là, Pascal? Oui, on est français, on est Bordeaux, on est rive droite. D'accord, ouais, mais... Merlot. On est français, on est Bordeaux, on est rive droite. Cabernet, où est-ce qu'on est? On est sur un vin avec une belle vivacité. Dans les millésimes, j'en sais rien. Je vous donne un écart. 2009, 2010. On est dans les années 2000. Ah oui, donc il fait plus jeune qu'il n'en a l'air. Non, 2016. 2016 Ouais. Ah bon, j'étais pas trop loin alors, ça va. Ouais, j'aurais dit... On t'a dit 2009, quoi. Un vin de garde, c'est un vin qui est meilleur après quelques années. Ah oui, c'est ça, 2009. parce que tous les vins ne se gardent pas en plus, c'est ça le délire. 2010, non, 2016. Oui, typé. Voilà, parfaitement typé, parfaitement dans l'expression des caractéristiques du millésime, avec un merlot frais, un cabernet franc assez évident, donc avec ce côté fruité typique qui tire sur la framboise, c'est la groseille quand c'est un peu moins mûr. Donc là, La preuve que c'est une vraie science, le mec arrive à déterminer d'où vient le vin juste en le goûtant. Il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir vraiment définir ça en vrai. Je me dis que il y a tellement de... C'est un peu comme les mentalistes et tout, en fait. Il y a tellement de trucs contextuels suivant l'endroit où il est et en fait le goût qu'il va avoir et qu'en fait il va se dire... En fait, par connaissance du milieu, du métier, de comment marche le marché et tous ces machins-là, il peut réduire des possibilités et puis il guesse, enfin tu vois. on est sur balance. C'est pas juste au goût, quoi. C'est pas juste au goût, c'est avec plein d'autres notions qui rassemblent en tout, quoi. Hein, voilà, un super vin de déjeuner. C'est un parfait. complot. Là, on peut déjeuner, on peut se faire une grillade avec ça et griller des saucisses. Ça mérite un petit peu plus de cérémonial parce que... On peut griller des saucisses. Vous voyez, ça, c'est un vin qui va... dans le verre, il n'arrête pas de se développer, quoi. Donc, alors que celui-ci, bon, au bout de quelques minutes, il s'est ouvert, mais celui-ci, il va se développer, Ça mériterait de se carafer? Alors, ça, c'est une réflexion qu'on peut faire spécifiquement dans une autre fois. On débattra là-dessus. La différence entre carafé et décanté, mais oui, il y a des vins qui nécessitent une préparation. D'accord. C'est clair. D'accord. C'est clair. Donc là, ces vins n'ont pas été carafés. Ah, donc il y a carafé et décanté. Carafé et décanté, c'est quand tu le mets dans un autre récipient que sa bouteille avant d'ensuite le servir, c'est ça? Non. Donc c'est pour ça qu'ils évoluent dans des amplitudes et à des vitesses différentes. Donc celui-ci, il va être prêt au bout de 15-20 minutes. Carafé, ça, Pokémon. Mais j'ai déjà été à un endroit chez des gens, effectivement, où ils ont cette espèce de truc qui est en forme comme ça, où ils ouvrent le vin et le versent d'abord là-dedans. Attends, on va laisser un petit peu décanter et tout. J'avais envie de faire « Ah, vous tout, tu ne sais rien de ce qui se passe !» Dans le verre, et celui-là, vous allez voir, L'écranté. pendant une heure, il va se développer. Il va ouvrir sa complexité, parce que ça, c'est un vin qui a été designé pour un vieillissement long. Alors certainement, là, il y a une grosse différence de prix. Là, vous avez une différence de mais prix. encore une fois, c'est pas une différence. Il n'y a pas un vin moins bon et un vin meilleur. Ce sont des vins pour des occasions différentes. Donc je voudrais pas... Bon, bref, on a compris, ok. Comment ouvrir une bouteille? La base. Maintenant, on y va. Hein. Maintenant, on plonge, ok. On a eu une belle mise en bouche. Une mise en bouche assez ronde, assez complexe. Hein. J'arrive à percevoir... pas mal de structures, différents embranchements. Moi, il m'emmène à droite et à gauche. En fait, c'est un
C'est un début de playlist qui me fait voyager, quoi. Il y a quelque chose, il y a du caractère, je peine un peu à le comprendre. Des touches de noisettes, peut-être. Touches de noisettes, un petit peu d'abricot confit. Mais maintenant qu'on a ça, étape par étape, maintenant, on va apprendre à devenir, à savoir le faire, en fait. À savoir le faire, parce que si on admet qu'il s'agit d'un complot et juste d'une construction sociale, pour ceux qui veulent et qui veulent briller en société parce que, je ne sais pas, vous avez le goût d'avoir des amis comme ça, eh ben vous inquiétez pas, maintenant c'est bon, on y est. Voilà. On va commencer par l'ouvrir d'abord, on ouvre. Chers amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir. En fonction de l'heure à laquelle vous passez à table, nous allons regarder ensemble des petites astuces sur comment ouvrir une bouteille de vin avec cet ustensile qui s'appelle donc un tire-bouchon, un couteau sommelier, enfin whatever. Un couteau sommelier? Ah, je dirais toujours ça maintenant. Tu sais pas où on a mis le couteau sommelier? Avec cet ustensile qui s'appelle donc un tire-bouchon, un couteau sommelier, enfin whatever, comme on dit. Comment ouvrir ça proprement? Ok. Alors, j'ouvre. Vous le connaissez? Vous le connaissez, vous regardez des chaînes sur le vin, ben voilà. J'essaie de l'ouvrir bien. Vous voyez qu'il faut toujours détacher la collerette en dessous du renfoncement du goulot, si vous voulez, en dessous de cette bague qui sert à renforcer le goulot. Ben moi, je ne l'enlève pas, je plante le tire-bouchon au travers du plastique du truc. Et en fait, le bouchon, en sortant, va arracher en fait le petit plastique. Et après, ces petits bouts-là, je les arrache là comme ça. Et puis ça part. Pour ne pas qu'il se casse lorsqu'on enfonce le bouchon. Pourquoi en dessous? Je plante le couteau à sommelier dedans, c'est ça. Pour des questions d'hygiène. Ensuite, si vous voulez le faire vraiment tout à fait proprement, vous prenez un petit dito et vous essuyez. Bon, ça, je fais par contre, je suis avec le petit dito. C'est un dito. C'est un vin de 2017, donc c'est un vin qui n'est pas extrêmement vieux. Il ne devrait pas y avoir énormément de poussière ou de... J'ai choqué tout le monde. Ben oui, vous voyez, ça c'était un test en fait. Non, je fais vraiment ça. Enfin, ça dépend. Mais pourquoi est-ce que ça vous choque autant? Vous voyez, vous êtes quand même dans cet élitisme de il y a une manière de faire, en fait, il faut ouvrir de cette façon-là, il faut pas faire comme ceci, il faut pas faire comme cela. C'est un petit peu le truc qui me rend fou, avec exactement le même principe qui est adapté à la bière, mais ça me touche encore plus la bière, parce que j'aime bien. Et ben, ce côté, quand les gens, tu sais, t'as une certaine bière et tu veux le verser dans un verre et tout, puis il fait, ah là là, mais non, c'est pas le bon verre, c'est pas un verre pour cette bière-là. Ah, ça fait chier, j'ai pas les verres à ça et tout. C'est un verre, d'accord? Même dans une... Donne-moi un poêlon. Donne-moi un petit poêlon comme ça avec voilà, une tasse. Donne-moi une tasse. Donne-moi une tasse, en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? De champignons sur le bouchon. Alors, nous enfonçons la tige dans la bouteille. Je décapte bière avec les dents. Non, je le faisais plus jeune, mais c'est pas bon. Hein. Il faut pas faire ça, ça arrache des petits bouts de dents. Possible. Vous avez vu que, l'air de rien, je n'ai pas tourné la bouteille. C'est bien le tire-bouchon qui tourne. Bon, alors ici... Ah oui, ça, j'avais déjà entendu ce truc-là, ok. Maintenant, est-ce que ça a du sens ou c'est juste un truc rituel? La chipoterie, parce qu'un vin jeune, bien entendu, on pourrait commencer à tourner la bouteille. On va pas exploser le vin, si vous me permettez. Mais si jamais vous avez un tout vieux vin avec des dépôts, une bouteille qui est remontée de la cave, que vous faites attention à ne pas trop chipoter, à ne pas gigoter, ça n'a aucun sens de commencer à faire tourner la bouteille. Et logiquement, un sommelier professionnel face à des clients est censé faire tourner le tire-bouchon et non pas la bouteille. Alors ici, c'est un tire-bouchon. Voilà, par exemple, si vous voyez la bouteille tourner, dites-le. Hein, pas au sommelier, mais vous dites au restaurant comme ça. Tu vois, c'est con. Après, voilà, je l'ai gardé, mais bon, il a fait tourner la bouteille. Et là, vous attendez. Et la personne de faire quoi? Tourner la bouteille. Ah, tu sais pas? En fait, normalement, c'est le couteau à sommelier qui... Enfin, toi, tu dis un tire-bouchon. C'est le couteau à sommelier qui tourne, en fait, normalement. Pas la bouteille. Après, voilà, tu vois, ça va, là, on a pris un vin, voilà, avec un cépage. Et puis là, vous continuez un petit peu, et puis... À deux crans, hein. Donc, vous pouvez d'abord caler ici tout juste le premier cran. Vous voyez que le premier cran tourne se cale tout juste bien. Et alors, à ce moment-là, vous prenez... moi, je suis gaucher, donc je le fais dans ce sens-là, bien sûr, avec la main gauche. Vous le fixez d'un côté et vous tirez pour récupérer le bouchon. Vous pouvez le faire de cette manière-là. Et voilà, tout propre, tout net. On n'a pas entendu le...
Mais moi, je préfère ceux avec des petits bras, puisqu'on dirait un petit bonhomme. Moi, je préfère ces couteaux, un sommelier là. Après, bon. Le bouchon est sorti. Vous donnez le petit coup discret, c'est-à-dire le petit sniffage, si vous me permettez l'expression, du bouchon sous le nez. Et là, effectivement, je ne sens que le vin, absolument pas. Et donc, à quoi ça sert de sentir? C'est pas un truc pour faire élégant? Quel est le but? D'odeur de bouchon. Donc, je me dis que c'est sans doute un vin qui n'est pas bouchonné. Alors, ah, c'est juste ça, il faut que le bouchon ne sente pas le bouchon, en fait. D'accord. Cette chose est servie dans un verre Inao. Alors, un petit mirage nous montre que ce verre est tout. Vous pouvez laisser passer les pubs, hein, les modos, parce que je vois qu'elle est constamment relancée, mais... Tout à fait rempli de on sera toujours au milieu d'une vidéo. D'essuie ou de lave-vaisselle qui n'a pas bien séché. Oh, malheureusement, je n'ai pas 12 mots. Savoir si c'est bouchonné, mais bouchonné, c'est un vrai truc ou c'est le terme de base que les gens peuvent dire au moment où ils goûtent un vin? Tu sais, quand ils disent... Parce que ça, c'est vraiment un des termes de base. Hein. C'est le premier truc en général que les gens apprennent et des gens qui goûtent et puis ils font... il est bouchonné, quoi, il est bouchonné. Fais-moi goûter. Non, il va bouchonner. Il va bouchonner. Allez, on se l'avoue. On se l'avoue ici que personne ne sait ce que c'est vraiment bouchonné. On se l'avoue. Allez, dites-le, c'est pas grave, dites-le. Laissez-le sortir. Laissez-le sortir. Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, c'est quand ça goûte le bouchon, c'est ça? Parce que moi, je trouve souvent que ça goûte c'est-à-dire qu'il a pris le goût du bouchon. Mais moi, je trouve que le liège ne doit pas toucher le vin. Ah, genre la bouteille, mais quand elles sont couchées, elles touchent un petit peu quand même, non? Croque à bouchon, ça c'est bouchonné. Non, oui, c'est quand le vin va goûter le bouchon. Moi, je trouve que finalement, ça arrive quand même souvent. Et puis bon, bah voilà quoi. À Liège, on touche blindé le vin, de quoi tu parles? Ah, le liège doit toucher. Moser à la maison, ça coûte 5 000 €, donc si jamais vous voulez me faire un cadeau. La règle, c'est si le vin est dégueu, à moins de 5 €, tu assumes, à plus de 10 €, tu dis qu'il est bouchonné pour pas dire que tu t'es gouré dans le choix. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a quand même une astuce dans ce sens-là. Ouais, je vois. Toujours m'offrir un osmoseur. Mais on peut pas vraiment le savoir à l'avance. C'est en fait un appareil qui va purifier l'eau, qui va rendre l'eau tout à fait pure. L'eau. Je te conseille la TK vu la canne. C'est mon vin que je conseille. C'est 100% pur, que vous pouvez à ce moment-là, lorsque le verre est sorti du lave-vaisselle avec osmoseur, le faire sécher et il n'y aura jamais aucune trace. Ici, mon lave-vaisselle est un lave-vaisselle comme l'ensemble des lave-vaisselles, c'est-à-dire un lave-vaisselle classique sans osmoseur. Ici, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Voilà, c'était... Ah oui, il paraît qu'il y a un truc qui fausse quand on goûte le vin, c'est la poussière et le calcaire sur le vin et tout ça, il faut un verre super spécial. Ça, je peux comprendre. L'aspect, machin, pour que ce soit bien neutre quand tu goûtes dans des trucs de compétition de vin, un osmoseur. Moi, je l'aime bien, lui, il est sympa. C'est un peu ton comptable qui te fait un petit truc sur le vin. Voilà, il a fait tes impôts, puis il fait... Mais alors, tu savais quand même que le calcaire, sur moi, je l'aime bien. Pardon, on reste encore dans le détail. On est toujours au début du truc, avant de vraiment déguster le vin. On a appris comment l'ouvrir, le vin, là, comment l'ouvrir correctement. Maintenant, on va apprendre comment on tient son vin une fois qu'on l'a versé dans le verre. Et apparemment, c'est tout un autre truc aussi. On est un peu sur de l'élégance plus ici, mais... Nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment enfin tenir votre verre de vin correctement. En effet, combien de fois j'ai pu voir dans les films, dans les séries télévisées ou même... Voilà, et c'est là... Voilà, on met le doigt sur des trucs qui me tendent. C'est que... Comment ça, le tenir correctement? Mais si jamais le fait de le tenir fait qu'il est entre tes mains et qu'il ne tombe pas, c'est le tenir correctement. Si tu veux le tenir comme ça, avec tes deux doigts, et que ça tient, moi j'ai envie de dire, mais libre à chacun. Lors d'une soirée entre amis, les gens tenir leur verre de vin de la mauvaise manière. Même la reine d'Angleterre n'a... Même la reine d'Angleterre. Mais donc, et là, on est un peu sur plus la notion ouais, des trucs un peu de... Comme on avait déjà fait ce thème, là, un peu le savoir-vivre. C'est plus comment se mettre les couverts. Enfin bon, là, c'est de l'abstrait, quoi. Aucun respect pour le sauterne qui est contenu dans son verre. Et vous croyez vraiment que cette partie du verre de vin est fait pour la décoration? Bon, ok, faut pas oublier que l'art de la table a toujours été très important dans la culture française. Pendant l'époque classique notamment. À quel point c'est bon le sirop de Liège?
J'en consomme pas vraiment. Enfin, dans quel contexte on consomme du sirop de liège en fait? C'est ce qu'on utilise pour faire la sauce des boulets, non? Louis XIV a fortement contribué au développement de cette pratique, que l'on cultive toujours aujourd'hui. Que ce soit lors d'une réception de mariage, un dîner en famille ou même un déjeuner professionnel, on adore manger à de belles tables et boire dans de beaux verres. Mais figurez-vous que ces derniers ont eux aussi leur utilité. Petite parenthèse. Ah, par contre, on peut mettre du sirop de liège, c'est vrai, dans le vin chaud. C'est vrai que sur le marché de Noël, il me semble qu'il y a des petits vins chauds au sirop de liège. Je suis pas fou, je sais plus. Pour ceux qui continuent à boire dans des verres en plastique, s'il vous plaît, arrêtez ce sacrilège. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est pas parce que vous êtes étudiant en école de médecine, de commerce ou je ne sais quoi, que vous pouvez vous permettre de faire ça. Allez! Non. Bon, trêve de plaisanterie. Globalement, le verre de vin, il est composé de 3 parties. Le calice, J'ai très envie de boire dans un verre en plastique maintenant. la tige et la base. L'erreur que beaucoup d'entre vous ont tendance à commettre est de tenir le vin par le calice. De cette façon, vos mains sont en parfaite position pour Vous avez appelé la réchauffer police le du vin liquide ou quoi? qui est contenu à C'est l'intérieur. ça. Et votre vin va perdre toutes ses qualités. Attendez, ça part du sirop de liège. Donc sirop de liège, je sais même pas dire vraiment ce que c'est ni de quoi c'est fait. Enfin, c'est une genre de pâte très sombre. On met ça dans des trucs. J'en mange pas moi. Ah oui, les gens mangent ça avec du fromage. Ouais, moi je suis pas dans ce délire. Je suis pas. Gustative et sensorielle. dans Et ce entre délire. nous, ça serait un petit peu dommage de gâcher un bon petit Jurançon, un Bordeaux ou un Champagne par exemple. Plus vos mains sont élevées sur le verre et plus il y a de chances pour comment que ça, on les le gâche arômes soient masqués par les odeurs, soit de savon, soit de parfum. Alors ah oui, il y a le côté aussi, tu le tiens là parce que sinon tu vas faire chauffer le vin avec tes doigts et tu vas altérer des trucs. Ou encore de fromage qui potentiellement peuvent être encore présents sur vos mains. Encore une chose, prendre votre verre par le calice vous empêche de regarder le liquide qui est à l'intérieur et cela peut aussi laisser de fortes traces et c'est pas très jojo tout ça. Enfin je dis ça, hein, je dis rien. Non mais tais-toi alors. Oh merde, elle met des déguisements comme dans les podcasts des années Vous aurez 2000. l'occasion de boire du vin. Alerte. J'espère que vous penserez à moi et que vous tiendrez votre verre correctement. Bon, je suis pas là pour vous faire une leçon. Ça part très souvent de vrais trucs ritualisés avec le temps, genre ne pas tourner la bouteille pour pas mélanger le dépôt, tenir son verre d'une manière pour pas réchauffer le vin, c'est devenu plus des rituels presque cérémonieux. Bah oui, c'est ça, c'est tout le côté, l'élégance, la prestance, le savoir-vivre, Mais vous êtes quand même les autour de ça qui, voilà, d'où l'élitisme. Du pays le plus reconnu au monde pour sa gastronomie et ses vins. Et je pense que c'est un minimum de savoir tenir son verre de vin correctement. Elle a l'air de nous engueuler, mais c'est un personnage, quoi. C'est un personnage. Attends, ça c'était juste? Ça, ok, ça je suis d'accord, mais ça, le deuxième est juste? Non, 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 mais... Ça c'est juste, ça? Alors comment on fait pour grumer le vin? C'est comme ça qu'on appelle le fait d'aérer le vin en bouche et d'essayer de... Elle le fait vachement bien par tapisser. contre, hein. Et sa bouche, elle s'ouvre quasi pas et ça fait des petits... Alors comment on fait pour grumer le vin? C'est comme ça qu'on appelle le fait d'aérer... Attends, j'ai envie d'essayer. Je crois que j'y arrive en fait. Aérer le vin en bouche et d'essayer de... En fait, c'est dur de le faire sans qu'il y ait une petite goutte qui aille vers ta gorge comme ça en mode... Parce qu'il faut en fait comme respirer mais avec un liquide en bouche. Donc t'as peur de respirer du liquide en fait. Et de te noyer un peu. tapisser toutes les papilles gustatives avec le vin et ensuite d'ajouter des petits filets d'air comme ça, des petits filets d'air successifs pour Ouais, tu que risques de tousser. l'oxygène touche en fait le vin en bouche et aide les arômes à se révéler. Donc on fait comme ça. Bon, on peut aussi s'entraîner en se brossant les dents au-dessus du lavabo parce que évidemment ça prend 2-3 petites fois avant de vraiment réussir correctement. Non, non, moi, mais c'est pas grave. Moi j'y arrive parfaitement, je suis prêt à être riche. Laissez-moi faire. Et vous allez voir que c'est ultra efficace pour la dégustation du vin. Même si c'est pas très élégant de le faire à table, mais bon, voilà, à vous de juger, on peut le faire une fois et après on déguste le vin. Ah, on peut pas le faire à table, c'est dans un contexte de dégustation de vin, quoi. Enfin...
Ça devient élégant et la norme dans un contexte d'éducation de vin, mais ça peut ne pas être élégant à table avec d'autres gens. Ouais. Normalement, mais voilà, ça peut être quand même un petit exercice que vous pouvez faire. C'est plus avant de l'acheter, plus qu'au moment où tu goûtes à table. Alors lui, il avait l'air sympa. Comment déguster un vin simplement? Voilà, explique-nous. On rentre vraiment dans le dur, on a vu comment l'ouvrir, comment tenir son verre, comment faire... Comment on le déguste plus globalement, avant d'apprendre les termes qu'on doit dire pour faire son analyse? Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire découvrir comment on déguste un vin d'une façon très simple. L'observation. L'observation, c'est prendre un verre de vin qui est versé, essayer de regarder un petit peu le vin. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des petites indications sur le vin, savoir si il est plutôt puissant, s'il est plutôt léger. Alors une petite technique qu'on utilise, c'est de mettre la main juste en dessous du verre et d'essayer de voir si on arrive à voir ses doigts. Voilà, il est pédagogue, il est pas du tout... voilà, regardez, il dit, bah, vous mettez vos doigts, vous censez voir les doigts et tout. Si on arrive à voir ses doigts, d'une manière générale, le vin sera assez léger, pas trop puissant. Si on a... Mais voilà, donc en fait, c'est en mettant ses doigts que tu le vois, donc c'est pas en le goûtant. Du coup, qu'est-ce qui change qu'il soit léger ou puissant? Du mal à voir ses doigts, c'est quelque chose qui va être assez puissant, assez tannique. Et en plus, oui, en mettant tes mains pour voir ça, tu tiens mal le verre si on en croit celle d'avant. Mais écoute, le Arono, vu que vous êtes bien à en parler et que c'est totalement pertinent, bien sûr, oui, on va regarder la vidéo de McFly et Carito où il déguste du vin. Moi, j'ai aucun souci avec ça, bien sûr. C'est une vidéo récente? C'est de leur nouvelle, c'est du retour de McFly et Carito? Est-ce que c'est le retour? La deuxième étape, c'est effectivement le nez. Le nez, qu'est-ce que c'est? C'est juste d'abord sentir un petit peu au niveau du verre ce qui va se passer dedans. Première chose, on le sent sans le bouger. Ah, c'est très bon. Et deuxième chose, en ouvrant... Ah, c'est très bon. Le sent sans le bouger. Voilà, c'est très bon. Et deuxième chose... On sait pas si là il le pensait ou si c'est le mot qu'il faut dire après, si c'est la coutume, il faut faire... Ah, c'est très bon. En ouvrant un peu le vin, tout simplement parce que le vin, en fait, il est un peu endormi dans la bouteille. Il est un peu comme en hibernation. Il a besoin d'oxygène pour se réveiller. Alors, petite technique que j'utilise toujours pour sentir le vin. Vous savez que, quand, au même titre que vous entendez une musique qui dise « Ah oui, la musique, elle me rappelle l'été, elle me rappelle mon été, les vacances », c'est la même chose pour la mémoire olfactive. Ouais. C'est-à-dire que vous allez sentir une odeur, ça va vous rappeler un souvenir. Faites la même chose. Fermez les yeux. C'est réel, ça, même pas avec le vin, ça fait juste penser... Ça fait juste penser... Bon, la dernière fois que t'as bu du vin, quoi. Ah, ce vin, ça me fait penser la dernière fois que j'ai bu du vin. Et ouais. Qu'est-ce que... C'est pas du vin que j'ai devant moi, ok. Il y a des fruits, ça me rappelle la confiture de mamie, ça. Ah oui, voilà, mais là, il est en train d'expliquer comment faire du bullshit. Je sens aussi un peu d'épices. Ah, les épices que je mets dans mes plats, là, j'adore ça. Voilà, ça c'est... Un peu de poivre, par exemple. Par exemple. N'essayez pas de partir dans des choses trop compliquées, restez sur des basiques. Du fruit, des épices. Il est là nu, côté... comme un ange, vraiment, je dois dire. Il est en train de tout avouer, devant nous. Merci Coréus pour les 13 mois. Je t'envoie 13 doubles chèques pour mes 13 mois. Oh là là, merci beaucoup pour tes 13 mois. Mais lui, ça me rappelle frites. Mais lui-même, il le dit. Il fait n'allez pas sur des trucs trop compliqués. Comment est-ce possible? Les fruits, les trucs, il y aura sûrement bien ces fruits-là là-dedans. C'est comme le gars à son concours qu'on a vu tout à l'heure, il faisait pareil. Merci Benjamin Foufou pour les primes. Quel foufou celui-là. Du fruit, des épices, côté minéral, côté floral. Voilà, pas plus. Le fruit, les épices, fruits, épices, minéral, floral. Voilà quoi. On est... Ah oui, tu te tiens comme ça, tu mets ta main, tu commences à voir c'est au travers comme ça. Ah ouais, bon, ça a l'air d'un vin léger ça. Donc tu sens pas en t'enlevant comme ça, hein, tu dois l'arracher, tu sens et puis... Là t'es là comme ça. Et alors si t'es avec quelqu'un, tu le lis à quelque chose, ça me fait penser, tu vois celui qu'on avait goûté qui était super fruité là que t'aimais bien, moi j'aimais mieux. Là. Tu parles de plus en plus bas. Confit, oui les fruits, parce qu'il donne pas d'exemple, mais c'est vrai que l'autre il parlait beaucoup de fruits confits. Dernière étape, forcément, la dégustation. Alors la dégustation, c'est très simple, déjà on le goûte. Et on voit la première chose, est-ce qu'il nous plaît ou est-ce qu'il nous plaît pas? S'il nous plaît pas, c'est pas la peine. S'il nous plaît, on peut passer à autre chose. Il m'est arrivé souvent de voir plusieurs types de thèmes.
Attends, comment ça? S'il nous plaît pas, c'est pas la peine. S'il nous plaît, on peut passer à autre chose, mais on s'arrête pas dessus. Quand on goûtait le vin. Il l'a pas gruvé. La première tête, c'est la personne goûte le vin et elle fait cette tête-là. Alors cette tête-là, c'est tout simplement c'est l'acidité du vin qui se là, sur les côtés de la langue. Là. Vous allez sentir les côtés de la langue, l'acidité du vin. Alors, comme Macron tout à l'heure, c'était un peu trop acide. Il faut de l'acidité sur des vins qui sont trop puissants pour leur permettre d'avoir un peu de vivacité. Après, trop d'acidité. Dans un bar à vin, on m'a dit qu'un jour que le vin sucré, ça n'existait pas. Bah si, il y a les vins blancs tout jaunes, là, qui sont méga sucrés. L'acidité, on est d'accord, c'est du vinaigre, c'est dégueulasse. Deuxième tête que j'ai vu régulièrement, le gars, il goûte, et là... Tout simplement, c'est que le vin est très puissant, très tannique d'une manière générale. Alors le tanin, c'est vraiment quelque chose qui se situe sur les côtés des joues. Quand vous allez goûter un vin et vous sentez le côté un peu râpeux, un côté un peu âpre, un peu sec au niveau de la bouche, c'est le tanin. C'est ça que j'aime pas dans le vin surtout, enfin les rouges. C'est ce côté qu'en fait tu bois un liquide, mais t'as l'impression que c'est pas du liquide, t'as l'impression qu'il y a tout un truc qui se tapisse sur tout l'intérieur de ta bouche, qui crée comme un film, un petit cellophane sur toute ta bouche. Et puis ça te déshydrate de fou là, c'est collant. Au même titre que vous prenez... C'est astringent, c'est le crosp ça. Du thé et que vous le laissez infuser pendant un petit moment, vous allez voir que vous allez sentir les tanins aussi dans le thé. Parce que c'est assez âpre, c'est assez sec. Et la dernière tête, ma préférée, la personne goûte. Et là... Oh, c'est bon, sans les épices. Wow. C'est le truc que tu m'as dit d'expliquer de faire juste avant. Oh mais bon, voilà, ça c'est vraiment une tête qui est plaisant à voir. C'est en général le signe d'un très bon vin. Ah non, ça c'était la bonne chose. Ok, ça c'était la bonne chose. Dans le vin ça va. Et la longueur en bouche. Alors la longueur en bouche est juste le fait que une fois que vous avez avalé le vin, vous l'avez encore sur la bouche, vous le sentez encore. Ça frétille encore un peu dans la bouche. Et ça, c'est plaisant, c'est vraiment signe d'un très bon vin. Alors, une petite comparaison qui pourra plaire à certaines personnes, on va dire que la longueur en bouche, c'est un peu comme un orgasme féminin. Ça monte tout doucement, ça reste en haut, et ça doit descendre tout doucement.